Le vent froid de l'automne fouettait mon visage comme une gifle vengeresse, et je titubais sur le pont des Arts, les larmes gelées sur mes joues, me demandant si la scène en contrebas ne serait pas une libération plus douce que cette agonie intérieure. « Thomas, tu es pathétique », murmurai-je à voix haute, ma voix brisée se perdant dans le hurlement du fleuve, tandis que l'image de son corps enlacé avec un autre hantait encore mes paupières closes. Puis, au milieu de ce chaos, une silhouette émergea de la brume, un homme aux yeux verts comme les feuilles d'octobre, qui s'arrêta net, comme si le destin lui-même avait suspendu son pas pour me rattraper. Je m'appelle Thomas Duval, 32 ans, architecte parisien raté qui passe ses nuits à dessiner des tours de Babel qu'aucun promoteur ne voudra jamais. Ce soir-là, ou plutôt cette nuit d'octobre 2025, j'avais fui mon appartement du Marais comme un voleur, la valise de souvenirs que j'avais entassée dans ma tête trop lourde pour la porter plus longtemps. Ma rupture avec Alexandre, 3 ans d'amour qui s'était évaporée en une seule photo sur Instagram m'avait laissé exsangue. Il riait, torse nu, avec ce type de la salle de sport, et moi, j'étais là, à fixer l'écran comme un idiot, me demandant pourquoi l'amour gay à Paris ressemblait toujours à un tango avec des couteaux. La balade n'était qu'un prétexte. Vider la tête, disais-je à mes amis qui m'avaient supplié de rester boire un verre. Mais la vérité, c'était que je courais. Courir pour oublier les nuits où Alexandre murmurait des promesses contre mon oreille, ses doigts traçant des cartes invisibles sur ma peau. Courir pour effacer le goût amer de la trahison, qui collait à mon palais comme un mauvais vin. Et voilà que sur ce pont, symbole ironique des cadenas d'amour brisés par la mairie de Paris, je le vis. Il s'appelait Léon, appris-je plus tard, mais sur l'instant, il n'était qu'une ombre bienveillante. Grand, élancé, avec une veste en cuir usé qui criait l'artiste fauché, il s'approcha sans un mot, les mains dans les poches comme pour se retenir de me toucher. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix grave teintée d'un accent du sud, peut-être provençal, qui roula comme un câlin inattendu. Je levai les yeux, et ce fut comme si le monde entier s'était tu. Ses iris, d'un vert profond, parsemés de paillettes dorées, me fixaient avec une intensité qui me cloua sur place. Pas de pitié, non, de la curiosité, pure et désarmante. Non, répondis-je, la gorge nouée. Mais qui va bien à Paris la nuit? Il rit, un son chaud qui chassa un peu le froid. Moi, peut-être. Ou du moins, j'essaie. Je m'appelle Léon. Et vous? Thomas, balbutiai-je, et comme si c'était le signal, il s'assit à côté de moi sur le banc froid, ignorant la pluie fine qui commençait à tomber. Nous parlâmes, ou plutôt, je déversai. De Alexandre, de la photo fatidique, de cette ville qui nous bouffe vivants, nous les gays, avec ses lumières de néon et ses cœurs en miettes. Léon écoutait, hochant la tête, ses doigts effleurant parfois le mien par accident, ou peut-être pas. À l'aube, quand les premiers joggeurs apparurent, il proposa, et si on continuait cette balade? Pas pour vider la tête, mais pour la remplir de quelque chose de neuf. J'acceptai, parce que refuser aurait été admettre que j'étais encore enchaîné à un fantôme. Nous marchâmes le long de la Seine, passant sous les arches sombres des ponts, où l'eau noire murmurait des secrets oubliés. Il me raconta sa vie, photographe freelance, originaire de Marseille, venu à Paris pour capturer l'âme des invisibles. Des SDF aux amants volés, disait-il, avec un sourire en coin qui faisait fondre mes défenses. Le café du matin, rue de Rivoli, fut notre premier refuge. Assis à une terrasse chauffée, un cappuccino fumant entre les mains, je le regardais vraiment pour la première fois. Ses cheveux châtains en bataille, sa barbe de 3 jours qui ombrageait un menton volontaire, et cette fossette au coin des lèvres quand il souriait. Tu sais, Thomas, l'amour n'est pas une ligne droite. C'est une photo floue qu'on développe au fur et à mesure. Ces mots me touchèrent comme une caresse, et quand sa main se posa sur la mienne, je ne la retirai pas. Les jours suivants furent un tourbillon. Léon m'entraîna dans son monde, une exposition photo dans le 11e, où ses clichés en noir et blanc capturaient la vulnérabilité des corps masculins enlacés dans l'ombre. « C'est toi, là, non ?» demandai-je, pointant une image d'un homme au regard perdu, dos à la caméra, les épaules voûtées sous la pluie. Il rougit légèrement. « Peut-être. Ou peut-être pas. L'art, c'est le mensonge qui dit la vérité. » Nous rîmes, et ce soir-là, dans son petit studio de Montmartre, entouré de pellicules et de tirages éparpillés, nos lèvres se rencontrèrent pour la première fois. Ce baiser fut comme un feu d'artifice sur la tour Eiffel, explosif, illuminant, terrifiant. Ses mains sur ma nuque, fermes mais tendres, et mon corps qui répondait avec une urgence que je n'avais pas sentie depuis des années. Nous fîmes l'amour sur un matelas défoncé, au milieu des câbles et des objectifs,
nos souffles mêlés formant une symphonie désordonnée. Léon était patient, explorateur, traçant des chemins sur ma peau avec sa langue, murmurant des mots en provençal que je ne comprenais pas mais qui me faisaient frissonner. « Tu es beau, Thomas. Vraiment beau. » Et pour la première fois depuis la trahison, je me crus. Mais l'amour, à Paris, n'est jamais sans ombre. 2 semaines plus tard, lors d'un dîner improvisé chez moi aux pâtes au pesto et vin rouge de la cave d'Alexandre que je n'avais pas osé jeter, Léon devint distant. Son téléphone vibrait sans cesse, et il jetait des regards furtifs à l'écran. « C'est rien, disait-il, mais ses yeux trahissaient un mensonge. Je ne dis rien, pas encore. » Au lieu de cela, je l'attirai contre moi, et nous nous perdîmes à nouveau dans la danse des corps. Pourtant, une graine de doute germait. Novembre arriva avec ses pluies incessantes, et notre idylle s'épanouit comme une rose sous la serre. Des promenades main dans la main au jardin des Tuileries, où les feuilles mortes craquaient sous nos pas, des nuits à débattre de Sartre et de Genet dans des bars gais du Marais, nos cuisses se frôlant sous la table. Léon me photographiait sans cesse, moi, nu contre la fenêtre, la lumière du matin caressant mes courbes, moi, riant aux éclats lors d'une expo underground. Tu es mon muse, Thomas. Mon Paris vivant. Ces mots étaient des baumes, effaçant les cicatrices d'Alexandre. Pourtant, les fissures apparurent. Un soir, après une dispute futile sur le fait que je travaillais trop, il claqua la porte de mon appartement. « J'ai besoin d'air », cria-t-il, et je restai là, le cœur battant, me rappelant la nuit du pont. Il revint à l'aube, les yeux rougis, s'excusant avec des baisers fiévreux. « C'est pas toi, c'est des trucs de famille. » Famille. Le mot plana comme un spectre. Léon n'en parlait jamais. Originaire d'un petit village près d'Aix, fils d'un père pêcheur conservateur et d'une mère pieuse, il avait fui à 16 ans après un coming-out explosif. Ils m'ont renié, avoua-t-il une fois, sa voix un murmure brisé. Mais il y avait plus, je le sentais. Le haut de la vague vint lors de notre premier voyage ensemble, un week-end à Deauville, Normandie, pour respirer l'iode et oublier Paris. La mer était déchaînée, les vagues claquant comme des applaudissements moqueurs. Dans notre chambre d'hôtel au volet bleu, nous nous aimâmes avec une passion renouvelée, nos corps entrelacés face à l'océan. « Je t'aime, Léon », soufflai-je pour la première fois, et il répondit d'une étreinte si serrée que j'en eus mal. Mais le lendemain, lors d'une promenade sur la plage, son téléphone sonna. Il s'éloigna, parlant bas, et quand il revint, son visage était un masque. Qui c'était, demandai-je, la jalousie pointant son nez acide. Un ami, éluda-t-il. Mais ce soir-là, fouillant par inadvertance dans sa veste cherchant un chargeur, je tombai sur un message, « Rendez-vous demain soir ? J'ai besoin de toi. » M pour qui ? Mon estomac se noua. Était-ce une nouvelle trahison en gestation ? Je n'en parlais pas, mais le poison s'infiltra. De retour à Paris, notre routine reprit, mais teintée de silence. Léon s'absentait de plus en plus, prétextant des shootings photos. Je plongeais dans mon travail, dessinant frénétiquement des plans pour un musée LGBTQ+, que je soumettrais à la mairie, un rêve d'architecture militante, pour rendre hommage à ceux qui, comme nous, luttaient pour exister. Léon applaudit mes esquisses, mais ses yeux semblaient ailleurs. Le climax survint un vendredi de mi-novembre, sous un ciel plombé qui promettait l'orage. J'avais réservé une table au Kong, ce bar chic avec vue sur Notre-Dame, pour célébrer mon anniversaire. Il arriva en retard, décoiffé, avec une odeur de tabac froid sur les vêtements. Désolé, un imprévu. Nous dînâmes en surface, riant de tout et de rien, mais quand je lui offris un bracelet en cuir gravé, à Léon, mon horizon, il pâlit. « Thomas, il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur s'arrêta. « Vas-y », il avala sa salive, les mains tremblantes. « Je suis marié. » Le monde bascula. « Marié ? » À une femme, précisa-t-il, la voix hachée. Un mariage blanc, arrangé par sa famille pour sauver les apparences, après son coming out raté. Marc, le M des messages, était son mari, un allié gay, un ami d'enfance qui jouait le rôle pour apaiser les parents provençaux. Mais dernièrement, les choses avaient dérapé, Marc voulait plus, une vraie relation, et Léon, piégé dans ce mensonge, se sentait asphyxié. « Je t'aime, Thomas. Vraiment. Mais je ne sais pas comment en sortir sans tout détruire. » La trahison me frappa comme un raz-de-marée. Pas une infidélité charnelle, non, au pire, un mensonge structurel, une façade qui rendait notre amour illégitime. Je me levai,
renversant mon verre de vin rouge qui se répandit comme du sang sur la nappe blanche. Tu m'as utilisé comme un pansement pour ta vie de comédie, hurlai-je, les larmes coulant librement, ignorant les regards des autres dîneurs. Il tenta de me retenir, mais je m'enfuis dans la nuit, courant vers la Seine, ce vieux complice de mes chagrins. Les jours suivants furent un brouillard. Je l'évitais, bloquant son numéro, me terrant dans mon appartement avec des bouteilles de Calva et des rediffusions de films de Prévert. Alexandre m'avait trompé, Léon m'avait menti. Étais-je maudit, condamné à aimer des ombres? Mes amis au pôle, le drag queen exubérant, et Sophie, ma collègue lesbienne au bureau me traînèrent dehors, me forçant à parler. L'amour, c'est pas une prison, Thomas, dit Paul un soir au Queen, la musique techno pulsant comme un cœur affolé. C'est une révolution. Léon, lui, sombra. J'appris par des amis communs qu'il avait confronté sa famille, hurlant au téléphone son refus du mensonge. Je divorce. Pour de vrai. Marc, blessé mais compréhensif, accepta, les parents, outrés, coupèrent les ponts. Seul dans la tempête, Léon m'envoya une lettre, pas un texto, une vraie lettre, manuscrite, postée de la poste du coin. Thomas, tu m'as sauvé. Pas en me sauvant, mais en me forçant à me regarder en face. Si tu veux, recommençons. Pas comme des amants volés, mais comme des hommes libres. Je lus ces mots sous la pluie, sur le même pont des Arts où tout avait commencé. La Seine coulait, indifférente, et pour la première fois, je souris. Pas un happy end hollywoodien, Paris n'en offre pas si facilement, mais une humanité retrouvée. Nous nous revîmes une semaine plus tard, hésitants, maladroits, dans un café anonyme de Belleville. Pas de grands serments, juste une main tendue, un baiser timide. Léon divorça pour de bon, et nous construisîmes, pierre par pierre, des thérapies de couple, des voyages en Provence pour affronter les fantômes familiaux, un appartement partagé où mes plans d'architecte côtoyaient ses photos. Aujourd'hui, en ce 15 novembre 2025, alors que le soleil d'hiver perce les nuages, nous marchons main dans la main vers le Louvre. L'amour n'est pas une balade sans heurts, mais une danse avec les ombres. Et dans les yeux verts de Léon, je vois non plus un horizon, mais un foyer. Les mois qui suivirent notre réconciliation furent un apprentissage patient, comme si nous redessinions les contours d'un tableau effacé par la pluie. Léon, libéré de son mariage fantôme, se métamorphosa, ses épaules se redressèrent, son rire résonna plus fort dans les ruelles pavées de Montmartre. Il exposa une série de photos intitulées « Ombres libérées », où nos silhouettes anonymes se mêlaient à celles d'autres couples gays parisiens, capturés dans des instants volés, un regard complice dans le métro, une étreinte furtive sous les arcades des halles. « C'est nous, là-dedans », me dit-il lors du vernissage, sa main serrant la mienne dans la foule cosmopolite. La critique du Figaro les acclama, un hymne à la vulnérabilité queer, brut et poignant. Pour moi, c'était plus qu'un succès artistique, c'était une catharsis. Mes propres démons, nourris par la trahison d'Alexandre et le mensonge de Léon, refaisaient surface lors des nuits agitées. Je me réveillais en sueur, imaginant des scénarios absurdes, Léon recevant un appel de Marc, ou pire, de ses parents repentis. « Parle-moi », insistait-il, allumant la lampe de chevet, son corps chaud contre le mien comme un rempart. Et je parlais des heures entières, vidant mon sac comme on égrène un rosaire. La thérapie que nous suivions ensemble, chez un psychologue du 5e arrondissement spécialisé dans les relations LGBTQ+, devint notre encre. La confiance se reconstruit mot à mot, geste à geste, nous rappelait le docteur Moreau, avec son accent alsacien rassurant. Un après-midi de décembre, sous la neige rare qui saupoudrait les toits de zinc, Léon m'emmena à la gare de Lyon. Surprise, murmura-t-il, billet en main. Direction Marseille non pour affronter sa famille, pas encore, mais pour revisiter ses racines sans chaîne. Le TGV filait à travers la campagne française, les vignes nu défilant comme des promesses de printemps. Dans le wagon-restaurant, sur fond de jazz diffusé par les haut-parleurs, il me confia des fragments de son passé, l'enfance au bord de la mer, les premiers émois avec un garçon du village, la fuite nocturne à Paris, sac au dos et cœur en berne. J'ai construit ma vie sur du sable, Thomas. Avec toi, je veux du rock. Ces mots, simples, me firent monter les larmes aux yeux. Nous fîmes l'amour dans un hôtel modeste du Vieux-Port, les vagues du bassin claquant contre les quais comme un pou complice. De retour à Paris, le Nouvel An nous trouva au sommet de la Tour Eiffel, invités à une soirée privée organisée par un collectif queer. Les lumières de la ville scintillaient en bas, un tapis d'étoiles artificielles, et Léon, un verre de champagne à la main, se mit à genoux. Pas pour une bague trop cliché, trop américain pour nous,
mais pour un petit appareil photo vintage. Épouse-moi, pas avec des papiers, mais avec des images. Laisse-moi te capturer pour la vie. J'acceptai d'un baiser, et nous dansâmes jusqu'à l'aube, ignorant les regards curieux. Mais le destin, ce farceur parisien, n'en avait pas fini avec nous. Janvier apporta un appel inattendu, les parents de Léon, alertés par un article sur son expo, atterrissaient à Orly. Ils veulent te rencontrer, annonça-t-il, pâle comme un linge. Le dîner fut fixé au relais de l'Entrecôte, un bistrot anonyme du 6e. Je tremblais en enfilant ma chemise bleu marine, me sentant comme un accusé au tribunal. Sa mère, une femme menue aux cheveux grisonnants, serra ma main avec une fermeté surprenante. Son père, marin buriné par le sel, marmonna un « bonsoir, bourru ». La conversation dansa sur des œufs, le mistral provençal, les sardines grillées, puis, inévitablement, nous. On vous aime, fiston, lâcha enfin le père, les yeux baissés sur son assiette. On a eu tort. L'église, les voisins c'étaient de la peur. Léon pleura, et moi avec lui, tandis que sa mère ajoutait, Thomas, prenez soin de lui. Il est tout ce qu'on a, ce ne fut pas une réconciliation parfaite, les blessures saignent longtemps, mais un pont jeté sur l'abîme. En les raccompagnant à la gare, Léon murmura, tu vois ? Les balades finissent toujours par des retrouvailles. Février nous vit plongés dans un projet commun, mon musée LGBTQ+ avait été retenu par la mairie. Un bâtiment modulaire rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, avec des espaces pour expos, thérapie et rencontres. Léon signa pour les visuels, des projections interactives où les visiteurs marchaient dans des histoires d'amour queer. Les nuits de conception étaient fiévreuses, nos corps épuisés mais enlacés, traçant des croquis sur des serviettes en papier. C'est notre legs, disais-je, et il répondait d'un baiser salé de sueur. Pourtant, une ombre persistait, Alexandre. Il m'écrivit un jour, un message laconique, j'ai vu tes plans. Fier de toi. Désolé. Je le montrai à Léon, qui haussa les épaules, le passé est une photo jaunie. On en prend une nouvelle ? Nous brûlâmes la lettre dans la cheminée d'un ami, riant comme des gamins. Mars apporta le printemps, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Nous adoptons un chat errant, un mâle gris aux yeux jaunes que nous nommâmes Sartreau pour son air existentialiste. Les dimanches devinrent rituels, marché d'Aligre pour des fromages et des huîtres, puis un pique-nique improvisé sur l'herbe du champ de Mars. Léon me photographiait, éternel, et je le surprenais en croquis rapides, capturant sa faussette espiègle. Notre amour, jadis tourmenté, s'était mué en une tendresse quotidienne, profonde comme les catacombes. Mais la vie, à Paris, est un théâtre aux actes imprévus. Un soir de mai, lors d'une manif pour les droits trans où nous y allions toujours, bras dessus bras dessous, une échauffourée éclata. Des contre-manifestants, visages masqués, lancèrent des insultes homophobes. Léon, protecteur, s'interposa pour défendre une jeune activiste, et un coup de poing l'atteignit à la mâchoire. Je le traînai à l'hôpital, le cœur serré, tandis qu'il crachait du sang sur le trottoir. C'est rien, grogna-t-il dans la salle d'attente, mais ses yeux trahissaient la peur. Cette nuit-là, lové contre lui sous les néons blafards, je compris, l'amour n'était pas seulement des roses, c'était des épines, des batailles pour exister. L'été arriva chaud et lourd, comme un amant jaloux. Nous partîmes en Bretagne, louant une maisonnette face à l'Atlantique. Là, loin des sirènes de Paris, nous nous réinventâmes. Des baignades nues dans les criques isolées, des feux de camp où Léon contait des légendes provençales, sa voix couvrant le bruit des vagues. Une nuit, sous un ciel étoilé, il me demanda « Et si on faisait un enfant ?» Pas biologiquement, mais adoption, ou quelque chose. L'idée me terrifia puis émerveilla. Nous en parlâmes des heures, imaginant un futur avec un petit garçon aux yeux verts, courant sur les plages. De retour, le musée ouvrit ses portes en septembre, sous un soleil radieux. La file d'attente serpentait jusqu'à la rue des Rosiers, couple, famille, curieux. Léon exposa une photo centrale, nous deux, de dos, sur le pont des Arts, la scène en contrebas. Le titre, Balade retrouvée. Les larmes coulèrent, pas seulement les miennes. Un journaliste du Monde écrivit, Duval et Moreau ne construisent pas un musée, ils érigent un mémorial vivant à l'amour résilie. Octobre 2026 nous trouve à changer. Léon, désormais freelance prospère, voyageait pour des commandes au New York, Berlin, mais rentrait toujours, valise pleine de cadeaux et de baisers. Moi, promu architecte en chef, supervisais des extensions du musée. Nos disputes, rares,
était constructive, sur l'éducation d'un hypothétique enfant, sur le pardon aux parents. Et chaque automne, nous retournions au pont, renouvelant nos vœux silencieux. La vie n'était pas un conte de fées. Paris nous rappelait trop souvent sa cruauté, avec ses agressions sporadiques, ses politiques tièdes sur les droits queer. Mais dans les bras de Léon, je trouvais une humanité profonde, celle qui pardonne, qui grandit, qui aime sans condition. Une balade, au final, qui n'avait pas vidé ma tête, mais l'avait emplie d'un horizon partagé. L'hiver 2026 s'annonçait rude, avec des vents du nord qui balayaient les boulevards comme des regrets oubliés. Léon et moi, installés dans notre nouvel appartement du 4e, un loft aux poutres apparentes, avec vue sur les tours de la Défense, nous préparions à l'inévitable, la demande d'adoption. Les papiers s'empilaient sur la table de la cuisine, certificat de mariage civil, nous nous étions unis 6 mois plus tôt, une cérémonie discrète à la mairie du 3e, entourée d'amis en chemise arc-en-ciel, rapport psychologique, lettre de recommandation. C'est comme construire un pont sur un gouffre, plaisantais-je un soir, en triant les dossiers. Léon, penché sur son ordinateur, leva les yeux, oui, mais avec toi comme ingénieur, il tiendra. La procédure fut un labyrinthe administratif, ponctué d'entretiens froids où des assistantes sociales scrutaient nos regards comme des détectives. Pourquoi un enfant, demandait-elle, stylo en suspens. Léon répondait avec sa passion habituelle, pour lui donner ce qu'on n'a pas eu, un foyer sans mensonge. Moi, plus pragmatique, j'évoquais le musée, notre engagement militant. Mais au fond, c'était plus viscéral, un désir de perpétuer cet amour, de le rendre tangible au-delà de nos peaux. En février, la nouvelle tomba, un petit garçon de 5 ans, orphelin d'un accident en banlieue, disponible pour adoption. Noah, avec ses boucles noires et ses yeux marrons curieux, nous fut présenté dans un centre de la Croix-Rouge, rue de Grenelle. Il jouait avec une voiture en plastique, indifférent à nous au début. Puis, Léon s'agenouilla, sortant un appareil photo miniature, « Tu veux prendre une photo ?» Noah hésita, puis appuya sur le déclencheur, riant quand le flash crépita. Ce fut le déclic. 3 mois plus tard, il entrait dans nos vies, apportant un chaos joyeux, jouets éparpillés, nuits hachées par des cauchemars, mais aussi des « Papa Thomas » murmurés dans le creux de l'oreille. Noah nous transforma. Léon, l'artiste solitaire, devint un père ludique, inventant des chasses au trésor photo dans le jardin du Luxembourg. Moi, l'architecte rigide, je construisis des forts de coussins dans le salon, écoutant ses babillages sur les dinosaures. Les nuits, quand il dormait enfin, nous nous retrouvions, épuisés mais complices, nos corps se cherchant avec une tendresse nouvelle. On est une famille, chuchotait Léon, sa main sur mon ventre, et je hochais la tête, émerveillé. Pourtant, le passé ressurgit comme une vague traîtresse. Alexandre, reconverti en coach de vie après un burn-out, publia un podcast sur « Guérir des ruptures queer ». Il m'y mentionna anonymement, un ex m'a appris que l'amour vrai pardonne les faux pas, Léon, en l'écoutant par curiosité malsaine, explosa, il te réduit à une leçon. Notre première vraie dispute post-Noah éclata, mots aigres sur le pardon, la jalousie résiduelle. Je claquai la porte, marchant furieux vers la scène, mais revins 1 heure plus tard, trempé, pour le trouver endormi avec Noah sur le canapé. Ce fut notre leçon, l'amour parental amplifiait les enjeux, mais aussi la résilience. Le printemps 2027 fleurit avec une expo itinérante, les photos de Léon, enrichies de témoignages du musée, voyager en Europe. À Berlin, lors d'une soirée de lancement, un ancien amant de Léon ou un Allemand musclé nommé Klaus a apparu, champagne en main. « Tu as changé », dit-il, l'œil lubrique. Je sentis la bile monter, mais Léon, ferme, passa son bras autour de ma taille, oui, pour le meilleur. Klaus s'éloigna, et dans notre hôtel, Léon me rassura d'une nuit passionnée, personne d'autre, Thomas. Jamais. De retour, Noah commença l'école maternelle, un petit établissement laïque du Marais. Les autres parents, un mélange bigarré de bobos et d'artistes, nous accueillirent avec curiosité bienveillante. Mais un jour, un gamin, un fils d'un couple traditionnaliste, lança « T'as 2 papas ? C'est bizarre. » Noah rentra en larmes, et nous passâmes la soirée à lui expliquer, avec des livres d'images et des câlins, l'amour, c'est comme un arc-en-ciel, toutes les couleurs comptent. Léon transforma l'incident en photo, Noah, arc-en-ciel peint sur la joue, tenant nos mains. Elle devint virale sur les réseaux queer, symbole de résilience enfantine. L'été nous emmena en Provence, chez les parents de Léon, désormais apaisés. La maison familiale, une bastide au volet vert près d'Aix, bruissait de souvenirs. Noah courait dans les champs de lavande,
tandis que nous dînions sous les oliviers, agneaux rôtis, rosés frais, et des conversations hésitantes sur le pardon. La mère de Léon, touchée par Noah, murmura « Il ressemble à ton grand-père, si joyeux ». Le père, taiseux, offrit à Léon une vieille caméra, pour capturer la vie, fiston. Pas les ombres. Ce fut guéritif, un baume sur les plaies anciennes. À l'automne, une crise frappa, mon bureau, touché par une restructuration, me mit en disponibilité. Les factures s'accumulèrent, et l'angoisse rongeait nos nuits. Léon, avec ses contrats fluctuants, proposa « On vend des prints limités du musée ». Pour Noah. Nous lançâmes une campagne crowdfunding, et la communauté répondit, des milliers d'euros en dons, message de soutien du monde entier. Vous êtes notre phare, écrivait une lesbienne de Lyon. Cela nous rappela, l'amour queer n'est pas solitaire, c'est un réseau tissé de solidarité. Noël 2027 fut magique. Un sapin décoré de photos Notre histoire en vignette, des cadeaux faits main, et Noah chantant « Petit Papa Noël » d'une voix fluette. Léon et moi échangeâmes des vœux privés, à 10 ans de plus, ensemble. Mais la vie réservait un twist, enceinte? Non, mais une surprise médicale. Léon, après un check-up, apprit qu'il portait un gène rare, hérité de sa famille, sans danger mais révélateur. Ça explique mes migraines d'enfant, dit-il, et nous rîmes, transformant l'angoisse en intimité. 2028 s'ouvrit sur une promotion inespérée, je repris du service comme consultant freelance pour des projets verts, incluant une extension du musée. Noah, 7 ans désormais, dessinait ses propres « histoires d'amour », des bonhommes bâtons main dans la main. Léon exposa ses œuvres enfants dans une mini-galerie, attirant les médias. L'héritage queer commence tôt, titra Télérama. Pourtant, une trahison mineure ébranla, un ami commun, jaloux de notre bonheur, répandit une rumeur sur une « rechute » de Léon avec Marc. La calomnie se propagea sur les réseaux, blessant Noah qui entendit des murmures à l'école. Nous confrontâmes l'ami lors d'une soirée au duplex, et Léon, calme mais ferme, déclara « Les mensonges tuent plus que les vérités. » Sort de nos vies. La crise nous unit plus, prouvant que notre amour, forgé au feu, résistait aux flammes. Le printemps apporta une joie pure, un voyage à New York, financé par une bourse. Noah, émerveillé par Times Square, nous posa « Pourquoi on n'habite pas ici ?» Léon rit, parce que Paris, c'est notre Seine, notre pont. Nous visitâmes le Stonewall, main dans la main, honorant les pionniers. De retour, inspirés, nous lançâmes un podcast, Balade Queer, des interviews d'amour résilients. L'été fut doux, avec des vacances en Corse aux plages de sable blanc, snorkeling dans des eaux turquoises. Noah apprit à nager, Léon captura des portraits sous-marins, et moi, je sketchais des plans pour une maison secondaire. Une nuit, autour d'un feu de plage, Léon confia « Sans cette balade ce soir-là, je serais perdu. Merci de m'avoir aperçu. » Je l'embrassai, le sel sur ses lèvres comme un serment. À l'automne, une alerte santé, Noah attrapa la grippe, et dans la panique hospitalière, nos peurs refirent surface la perte, l'impermanence. Mais il guérit, et nous grandîmes, apprenant la gratitude quotidienne. Le musée s'agrandit, devenant un hub européen, et Léon signa un livre, Aperçu d'amour, préfacé par moi. En ce décembre 2028, alors que la neige tombe enfin sur Paris, nous marchons vers Notre-Dame restaurée, Noah entre nous, sautant dans les flaques gelées. L'amour, ce chemin sinueux, nous a menés ici, non parfait, mais entier. Une histoire gaie, humaine, éternelle. 2029 déboula avec l'énergie d'un Mistral, vive, imprévisible, chargée de sable du passé. Noah, 8 ans, entré au primaire, un établissement bilingue du 7e où les langues se mêlaient comme nos vies. Ses premiers devoirs des rédactions sur « Ma famille » nous attendrirent, j'ai 2 papas super, un qui fait des maisons magiques et un qui attrape les rêves avec son appareil. Léon encadra le dessin joint, Noah, nous 3, sous un arc-en-ciel géant. Mais l'école apporta ses défis, un prof conservateur, murmure sur « les familles non traditionnelles ». Nous nous mobilisâmes, rejoignant un collectif parental queer, organisant des ateliers sur la diversité. Pas de bataille pour Noah, mais avec lui, décida Léon, et nous transformâmes l'adversité en leçon. Mon travail florissait, une commande pour un centre communautaire LGBTQ+ à Lyon, mêlant architecture durable et espace inclusif. Les voyages en TGV devinrent routine, Léon m'accompagnant parfois avec Noah pour des week-ends familiaux. À Lyon, sous les traboules sombres, nous redécouvrîmes notre passion à un hôtel boutique, nuit volée où nos corps se racontaient les absences.
Tu me manques même quand tu es là, avouai-je un matin, sa tête sur mon torse. Il rit, c'est l'amour, ça, une absence perpétuelle comblée. Léon, lui, signa avec une galerie renommée, ses photos queer, exposées à la FIAC, attirèrent collectionneurs et critiques. Une œuvre centrale, le pont des vérités, montrait notre silhouette floue sur les arts, cadenas brisé à nos pieds. Vendue à un prix exorbitant, elle finança un fonds pour artistes gays émergents. Mais la gloire apporta des ombres, invitations à des fêtes branchées, où des admirateurs aguicheurs flirtaient ouvertement. Une nuit, après une after au Wanderlust, un jeune modèle glissa son numéro dans la poche de Léon. Il me le montra le lendemain, froissé, pour que tu saches, rien. La confiance, fragile comme du cristal, tint bon. L'été nous vit en road trip, de Paris à la Côte d'Azur en vieille Citroën, Noah chantant des chansons de Brassens à tue-tête. À Saint-Tropez, nous louâmes une villa isolée, où les jours se fondirent en baignade, apéro au pastis, et veillées étoilées. Léon captura Noah sautant des rochers, éclaboussant l'écume, moi, je notais des idées pour un pavillon balnéaire queer. Une tempête surprit une nuit, le vent hurlant comme un chœur grec, et nous nous blottîmes, Noah entre nous, écoutant les légendes de tempêtes provençales que Léon inventait. Et si on adoptait une sœur pour Noah, proposa Théil à l'aube, quand le ciel s'éclaircit. L'idée germa, semence d'un futur élargi. Rentrée, une crise familiale éclata, les parents de Léon, visitant pour l'anniversaire de Noah, apprirent pour la rumeur passée sur Marc. La mère pleura, le père tempêta, on croyait que c'était réglé. La soirée vira au drame, assiettes intactes, Noah envoyé au lito. Léon explosa, assez. Vous acceptez ou vous partez. Ils partirent, mais appelèrent le lendemain, voix brisée, on a peur de vous perdre à nouveau. Une réconciliation téléphonique, fragile, suivie aux thérapies familiales via Zoom, pas à pas. Automne, le podcast « Balade queer » explosa, avec des invités comme un activiste trans de Bordeaux ou un couple gay septuagénaire de Toulouse. Noah participait parfois, sa voix enfantine posant « Pourquoi l'amour fait pleurer parfois ?» Les réponses, profondes, nous émût nous-mêmes. Mais une controverse surgit, un troll en ligne accusa Léon de « blanchir » l'homosexualité avec ses photos, trop romantiques. Les réseaux s'enflammèrent, et Léon, blessé, douta, suis-je un imposteur? Je l'entraînai au musée, face à « balade retrouvée », non, tu es un miroir. Les trolls craignent leur reflet. Noël fut joyeux, malgré tout, un sapin géant place de la Concorde illuminé pour une fête queer municipale. Nous y dansâmes, Noah sur mes épaules, Léon capturant l'euphorie. Puis, nouvelle, une petite fille, Lila, 3 ans, disponible. Les démarches reprirent, plus ardues au Noah, protecteur, posa 1000 questions, elle aimera les dinos. Les entretiens passèrent, et en mars 2030, Lila entra, timide, poupée sous le bras. Le chaos doubla, pleurs nocturnes, rires partagés, mais notre foyer s'élargit, amour multiplié. Lila, avec ses tresses rousses et son accent d'Europe de l'Est hérité d'une adoption transfrontalière, apporta une fraîcheur nouvelle. Noah devint grand frère espiègle, lui apprenant les joies des forts de coussins. Léon immortalisa leur jeu, série, petits amours, qui toucha les cœurs. Moi, je redessinai l'appartement, une chambre commune avec mezzanine, symbole d'unité. Les nuits devinrent courtes, mais sacrés Léon et moi, voleurs de temps, nous retrouvant dans la cuisine pour un café volé, doigts entrelacés. Une trahison extérieure frappa en juin, mon ex-collègue, aigri par mon succès, sabota un projet lyonnais en liquant des plans confidentiels. Le scandale éclaboussa, article dans Le Monde sur « l'éthique en architecture queer ». Je sombrai, doutant de tout, mais Léon organisa une contre-attaque, une expo photo des coulisses du centre, prouvant l'intégrité. La communauté se mobilisa, pétition en ligne, et le saboteur s'excusa publiquement. On gagne ensemble, dit Léon, et ce fut vrai. L'été 2030, road trip en Italie, avec les enfants. À Rome, sous le Colisée, Noah et Lila coururent libres. À Florence, Léon photographia des statues enlacées, métaphore de notre saga. Une nuit à Venise, gondole glissant sur les canaux, Léon murmura, 15 ans bientôt. Ça valait la balade. Rentrée, une joie, les parents de Léon annoncèrent leur venue pour un baptême laïque de Lila. La cérémonie, au musée, fut émouvante, vœu d'amour inconditionnel, rire, larmes. Le père serra ma main, bienvenue dans la famille, gendre. Automne, le centre lyonnais ouvrit, triomphe. Noah, 9 ans, y exposa un dessin, Lila babillade, merci.
Mais une peur personnelle, Léon, check-up annuel, détecta une ombre au poumon au stress, dirent les médecins, pas cancer. La biopsie fut un calvaire, attente suspendue, mais négative. Nous pleurâmes de soulagement, amour renforcé. Hiver 2031, le podcast remporta un prix, invitant des stars queer mondiales. Noah et Lila devinrent mascottes, leurs voix innocentes touchant des millions. Une crise mineure, dispute sur l'éducation aux écoles privées vs publiques, résolue par compromis. En ce printemps 2031, alors que les cerisiers fleurissent à nouveau, nous planifions un sabbatique, 1 an en Provence, pour ancrer les racines. L'amour, ce fil tendu entre trahison et triomphe, nous a tissé en tapestrie humain. Pas de fin parfaite, mais une continuation infinie. L'année sabbatique en Provence s'annonçait comme un retour aux sources, un reset pour notre mosaïque familiale. La bastide des parents de Léon, prêtée pour l'occasion, perchait sur une colline d'Aix, entourée de vignes et de champs de cigales. Nous arrivâmes en juillet 2031, la Citroën chargée de valises, de jouets et de rêves en suspens. Noah, 10 ans, explora les environs à vélo, cartographiant des royaumes secrets. Lila, 5 ans, cueillait des figues avec la grand-mère, babillant en un mélange de français et de provençal. Léon, libéré des deadlines parisiennes, se remit à la pellicule argentique, capturant la lumière ocre sur les pierres sèches. Moi, je dessinais des plans pour un éco-village queer, projet fou financé par des mécènes italiens. Les premiers mois furent idylliques, matins paresseux avec café et croissants frais, après-midi de randonnée dans le Luberon, où les enfants ramassaient des herbes pour des potions magiques. Les soirées, sous un ciel violet, nous voyions Léon conter des fables à Lila endormie sur ses genoux, Noah posant des questions cosmiques. Papa, l'amour existe sur Mars? Nous rions, et dans l'intimité de la chambre aux poutres basses, Léon et moi renouions avec une sensualité lente, nos corps se redécouvrant comme au premier jour. Ici, pas de scène pour noyer les peurs, murmurait-il, ses lèvres sur ma clavicule. Mais la Provence, terre de passion, raviva des fantômes. Les parents de Léon, vivant à 2 pas, devinrent omniprésents, dîners dominicaux avec bouillabaisse et discussions sur l'héritage. Le père, adouci par les petits-enfants, confia un jour « J'ai voté contre le mariage pour tous » en 2013. Regret éternel. Léon, surpris, posa une main sur son épaule « C'est le passé, papa. On construit l'avenir. » La mère, plus effusive, organisa un atelier photo pour les enfants du village ou un geste d'ouverture, où Noah et Lila posèrent avec des cousins hétéros, brisant des tabous en rire. Pourtant, un oncle distant, lors d'une fête de vendange, lâcha une pique homophobe, 2 hommes, ça fait pas des vrais pères. La tension monta, mais Léon, maître de soi, répondit, regardez-les, ils sont entiers. L'oncle s'excusa le lendemain, un vin rare en gage. À l'automne, une opportunité, une fondation queer de Marseille proposa à Léon une résidence artistique. Il hésita, je ne veux pas te laisser, mais j'insistai, va. C'est ton appel. Ces 2 mois d'absence furent un test, appel vidéo quotidien avec les enfants braillards, mes nuits solitaires à esquisser sous les étoiles. Il revint transformé, portfolio gonflé de portraits de migrants LGBTQ+ de la mer Égée, exposé plus tard à Paris. Notre réunion fut explosive, aéroport de Marignane, baiser fiévreux ignorant les regards, puis une nuit où nos corps crièrent l'absence. Hiver, les pluies torrentielles s'installèrent, et avec elles, une introspection. Noah, confronté à un bully à l'école locale, tes papas sont bizarres. Rentra en larmes. Nous tînmes un conseil familial, la bizarrerie, c'est le super pouvoir, expliquai-je, et Léon ajouta des photos de familles arc-en-ciel célèbres. Lila, intuitive, dessina un cœur protégeant 2 bonhommes. Cela nous inspira un livre pour enfants, Balade en famille, illustré par Léon, écrit par moi, édité par une maison queer de Lyon. Succès modeste mais touchant, traduit en anglais. Printemps 2032, retour à Paris, rechargé. Le musée, désormais un landmark, accueillit une aile enfant, avec atelier photo et architecture. Noah y guida des visites, fier, Lila y dansa lors d'un gala. Mais une trahison professionnelle me frappa, un partenaire du éco-village, corrompu, détourna des fonds. Le scandale éclaboussa les médias, m'accusant de négligence. Les nuits furent sombres, doute rongeur, suis-je un imposteur? Léon, pilier, fouilla les comptes, trouva les preuves, et nous portâmes plainte. La justice traîna, mais l'issue fut victorieuse, fonds récupérés, partenaires condamnés. La vérité est notre meilleur objectif, dit Léon, et je ris, serré contre lui.
L'été ramena la chaleur, et une surprise, Lila, curieuse de ses origines, nous poussa à un voyage en Roumanie. À Bucarest, nous rencontrâmes sa famille biologique élargie aux tantes bienveillantes, un cousin adoptif. Les enfants apprirent des danses folkloriques, et nous, la profondeur des racines transfrontalières. De retour, enrichis, nous fêtâmes les 20 ans de notre rencontre, un dîner intime au Pont des Arts, cadenas gravé, Thomas et Léon éternels. Noah et Lila, gardiens du secret, lancèrent des lanternes sur la scène. Automne, le livre pour enfants remporta un prix jeunesse, et Léon fut invité à TEDx Paris. Son talk, Apercevoir l'amour, une balade queer, viralisa, touchant des milliers. Des lettres affluèrent, vous m'avez donné le courage de sortir du placard. Noah, 11 ans, écrivit sa première nouvelle, une histoire de 2 garçons sur un pont magique. Fier, Léon l'encadra. Mais la vie, impitoyable, réserva un coup, le père de Léon, infarctus lors d'une partie de pêche. Nous accourûmes à Marseille, où il lutta 3 jours. Dans la chambre d'hôpital, entouré de sa femme, Léon, moi et les petits, il murmura, fiston, vis grand. Et merci pour les petits-enfants. Il s'éteignit paisiblement, laissant un vide béant. Les funérailles, provençales et chaleureuses chants, pastis, histoire de mère, devinrent un hommage. Léon hérita de la vieille caméra, et en développant les dernières pellicules, trouva une photo, nous tous, sur la plage, saisie dans un éclat de rire. Son dernier cadeau, sanglota-t-il, et nous pleurâmes ensemble, amour ancré dans le deuil. Hiver 2033, la grand-mère déménagea près de nous à Paris, apportant cookies et sagesse. Lila, 7 ans, apprit le violon, Noah, le basket, dans un club queer junior. Notre routine s'enrichit, dîners familiaux, thérapie de deuil pour Léon, qui transforma sa peine en série photo, absence présente. Le musée exposa les tirages, recettes reversées à une association pour familles LGBTQ+ endeuillées. Printemps, une grossesse surprise. Non, mais un partenariat civil avec la grand-mère pour des droits élargis. L'été, un camp queer en Bretagne, tente, feu de camp, atelier sur l'identité. Les enfants y firent des amis pour la vie. Automne 2034, 25 ans de nous. Un voyage à Tokyo au Cherry Blossom, temple zen, où Léon captura des amours japonais discrets. De retour, Noah vint out, je pense que j'aime les garçons. Nous célébrâmes, sans surprise, avec glace et câlin. Lila, espiègle, déclara, moi, les filles et les garçons. En ce novembre 2035, 10 ans après notre balade fatidique, nous marchons sur le pont, enfants devant, main dans la main. La scène murmure, indifférente au drame et joie. Notre histoire cassée Ashtine, trahie, rachetée n'est pas une fin, mais un chapitre ouvert. Humanité queer, aimée, malgré tout, avec une tendresse infinie. Léon me serre, prêt pour la prochaine balade ? Toujours, mon amour. Toujours.